5, 4, 3. J'ai un compte à rebours, c'est stressant. Ouais, c'est marrant. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je disais justement à ma co-oratrice qu'on avait un compte à rebours juste avant, c'est un petit peu stressant. Bienvenue du coup à notre webinaire qui va constituer en un retour d'expérience de DLC Paris sur l'utilisation de la solution Zendesk pour leur service client. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée d'Assiba. Bonjour Assiba. Bonjour Caroline. Et je vais vous laisser vous présenter rapidement. Eh bien, Assiba Kassi, chez DLC Paris depuis bientôt 2 ans maintenant. Et donc, j'ai été recrutée dans le cadre d'une création de poste sur la partie Consumer Care. Et depuis 8 mois maintenant, j'ai aussi intégré le périmètre After Sales. D'accord, donc de grosses responsabilités dans une très belle entreprise. Exactement. Alors pour ma part rapidement, donc je suis Caroline Verbru, je suis Lead Generation Manager chez Synolia. Je vous dis très rapidement 2 mots sur Synolia. Donc on est une société de conseil de services qui existe depuis 2004. Donc on a fêté nos 18 ans cette année, enfin la majorité. On a une mission chez Synolia qui est de libérer le potentiel de croissance de nos clients et on fait ça grâce à la mise en place d'une plateforme de services et de solutions digitales. Et du coup, les principaux domaines d'activité sur lesquels on intervient, vous pouvez les voir juste sur la droite. Je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet si vous voulez en savoir plus. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on va passer aux choses beaucoup plus intéressantes. Et je vais laisser Assiba présenter DLC Paris en quelques mots. Eh bien, DLC Paris, en quelques mots, c'est vraiment notre credo, c'est l'élégance et le savoir-faire à la française. On précise beaucoup à la française parce que DLC, ça fait plutôt anglo-saxon. Et en fait, non, c'est une entreprise qui a vraiment été créée par des Français, donc il y a plus de 75 ans, en 1946. Et pour la petite histoire, DLC, c'est la contraction des 2 noms des fondateurs, qui étaient Delahaye et Senaève. Et donc, ça, ils ont pris les premières lettres des 2, donc ça faisait DLC. Et c'était des fabricants spécialisés dans le cuir, donc étui en cuir pour les appareils photo et les protections en cuir des machines à écrire de l'époque. Et ils se sont rapprochés pour créer une entreprise de création de bagages et qui a donné DLC. C'est une belle histoire aussi que je connaissais pas très honnêtement. Oui. Donc on découvre. Et donc aujourd'hui, DLC Paris propose des bagages et des sacs. Exactement. Donc pour tous les consommateurs, pour tous les voyageurs. Et ce qui est vraiment au cœur dans la création de DLC Paris, c'est vraiment l'innovation et le côté aussi pratique. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, je vais vous le dire. DLC Paris, c'est l'inventeur des premières lignes de bagages rigides. Et c'est aussi l'inventeur du trolley. Donc, ce qui a rendu très pratique, en fait, le voyage. À l'époque, les gens tiraient leurs valises avec une petite poignée, etc., où ils les portaient. Et le trolley a révolutionné le monde du bagage. D'accord. Et aujourd'hui, on continue à innover sur des serrures, sur des produits connectés, etc. D'où les plus de 50 brevets et récompenses Exactement, tout à fait. obtenus par la marque. Donc DLC, je pense qu'on connaît à peu près tous cette marque, qu'on a tous déjà eu ou au moins vu dans des aéroports ou des gares. Et comment les produits de la marque sont-ils distribués aujourd'hui ? Alors, DLC, on est un wholesaler, donc on a un réseau de distribution au niveau mondial, donc on a des redistributeurs. On a également un site internet, donc qu'on appelle le e-shop, il est international. Et on a des magasins en propre également, partout dans le monde. Donc, on a essentiellement 3 canaux de distribution. D'accord. Et du coup, j'imagine que le fait que cette distribution soit multicanale et en plus internationale, ça implique quelques challenges de votre côté. Quels sont-ils ? Alors, je pense que c'est des challenges que beaucoup de personnes connaissent quand on est dans la distribution. Et quand on est comme ça multicanal, c'est évidemment un challenge informatique puisqu'il faut constamment adapter un ERP ou des outils logistiques, etc., au nouveau canal de vente. Et aussi des enjeux et des gros challenges au niveau de la supply chain et de la logistique, puisque nous avons différents partenaires commerciaux avec des exigences différentes. Et comme l'expérience de nos clients doit être la même à chaque fois,
Donc, c'est beaucoup de modifications, beaucoup de travail interne pour qu'au final, le client, quel que soit le canal d'achat, ait la même expérience. Et justement, en parlant d'expérience, aujourd'hui, on voit de plus en plus de consommateurs qui sont prêts à quitter des marques si elles ont une seule mauvaise expérience vis-à-vis de cette marque. Donc, on parle aujourd'hui de plus en plus d'une hyper-personnalisation du parcours et du service client. On est même au-delà maintenant de la personnalisation, on arrive carrément dans l'hyper-personnalisation. Comment est-ce que vous pensez, de votre perspective, que le service client doit s'inscrire dans cette hyper-personnalisation de l'expérience client, du parcours client? Vous avez complètement raison. On parle beaucoup de ce terme depuis quelques années. Et en fait, déjà, on peut se poser la question, c'est quoi l'hyper-personnalisation de l'expérience client, en tout cas au niveau du service client? Et pour moi, c'est vraiment entretenir la relation humaine. Donc, c'est vraiment remettre l'humain, d'être plus humain avec nos consommateurs. Et au niveau du service client, ce qui est beaucoup revenu dans les verbatim quand il y a eu l'explosion du digital, c'est on me répond comme un robot, on est face à des robots, c'est des process déshumanisés, etc. Et moi, au quotidien, mon travail, c'est vraiment de faire en sorte que l'humain revienne vraiment dans l'expérience du consommateur. Et quand il nous contacte, alors c'est des petites choses, on utilise le prénom, on va vraiment, et surtout, on va analyser la requête, on va vraiment lire sa requête, parce que dedans, il peut y avoir plusieurs problématiques. S'il parle, par exemple, d'un souci de livraison, et puis ensuite, il intègre une autre question sur, je sais pas, un produit en stock, etc., on va avoir tendance en mode robot à répondre qu'à la première question et à pas répondre à la deuxième. Et c'est là où on personnalise la réponse, parce que vous n'avez pas des réponses types toutes prêtes pour ce genre de cas. Et donc, c'est un travail au quotidien avec notre agence, avec les collaborateurs qui traitent toutes ces demandes pour vraiment à chaque fois remettre l'humain, toujours de l'humain dans les réponses. Et ça, c'est vraiment constant. Et le deuxième, où Delcey vraiment est vraiment, je trouve, performant dans la gestion humaine de ses consommateurs, c'est au niveau du SAV, de l'after sales. Parce que comme j'ai pu le dire au départ, Delcey, c'est une marque qui date maintenant, qui a plus de 75 ans, donc qui a créé des produits, et il y a des gens qui ont des produits qu'ils ont achetés il y a 30, 40 ans, ou qui ont récupéré des produits de leur famille ou de leurs parents, et ils sont attachés à ces produits, et quand avec l'usure, ils veulent changer des roues ou réparer quelque chose au niveau de la valise, ils nous contactent. Et on essaye toujours de trouver une solution. Alors, parfois, on n'a bien sûr plus les pièces détachées, mais parfois si, parce qu'on a des anciens centres de réparation donc, qui ont gardé toutes ces pièces, et on arrive à régulièrement trouver des solutions. Et on ne traite pas la demande en disant simplement « ce produit n'est plus en vente, nous ne pouvons pas répondre à la demande ». Non, on cherche toujours à trouver une solution humaine. Donc voilà, c'est vraiment ça au quotidien, le service client et l'hyper-personnalisation de l'expérience client. Oui, du coup, c'est ce que vous dites, c'est de ne plus considérer qu'on a face à nous des consommateurs, mais des personnes qui recherchent une expérience, qui ont un besoin auquel vous vous efforcez de répondre du mieux que vous pouvez. Tout à fait. Ça tombe bien, j'ai une vieille valise dans mon grenier. Je vais appeler vos collègues dans les prochains jours. Pas de souci, mettez-nous au défi. Donc, je ne sais pas si les auditeurs ont bien entendu ça, mais si jamais vous avez des petits défis comme ça pour l'équipe d'Aciba, n'hésitez pas. Exactement. Ils chercheront la roue qu'il faut, la fermeture éclair qui va bien, voilà. Et de manière personnalisée. Et on cherche vraiment, exactement. Quand on peut pas, on dit vraiment, on a tout fait, on peut pas, mais on cherche toujours. Et c'est quand même le plus important. Exactement. Du coup, c'est cette évolution dans le besoin des consommateurs d'avoir une approche personnalisée de la part des entreprises, d'avoir l'impression de parler à des personnes et non plus justement à des entreprises. Ça a aussi amené à repenser un peu le service client au cœur de l'entreprise. Moi, j'ai retrouvé des chiffres justement qui viennent de Zendesk et que j'ai trouvé assez intéressant. Ils ont réalisé un sondage. Et dans le sondage qu'ils ont fait, il y a 72% des dirigeants d'entreprise qui affirment que le service client est une priorité absolue dans leur organisation. Mais il y en a moins de la moitié, c'est-à-dire seulement 46%, qui ont vraiment élaboré un plan stratégique pour mettre le service client au cœur de l'entreprise.
Et vous, quelle est votre perspective un petit peu sur le rôle du service client justement au sein de l'entreprise? Alors, je vais rebondir sur vos chiffres, Caroline, qui doivent être assez récents, je pense. Oui, c'est date de début d'année là. Le Voilà. rapport qu'ils ont sorti en janvier. Donc, ça confirme bien ce que je vais vous dire, c'est que si vous regardez les mêmes KPI, les mêmes analyses, les mêmes chiffres il y a 10 ans ou même 15 ans, je pense que vous aviez même pas 5% de direction générale qui s'intéressait au service client et vraiment de remettre le client au cœur du business. Donc, c'est quand même une très belle évolution. Et à l'inverse, donc il y a 46% vous disiez 46% mettent en place ou ne mettent pas en place donc ça fait quasiment la moitié. Donc ça veut dire que l'autre moitié met en place quelque chose. Oui. Donc c'est ce que je veux dire, c'est que moi je constate que depuis quelques années, quand même, il y a eu un changement de paradigme. Je suis dans le digital et dans la relation client depuis bientôt 15 ans, une quinzaine d'années. Et je l'ai constaté par moi-même. Donc au départ, c'était vraiment pas un sujet. On investissait pas et puis on disait de toute manière, bon, bah, quand il y a un problème, c'est géré par le service client, puis ça ne nous intéresse pas. Et puis voilà, avec l'essor du digital, des outils, des systèmes de notation en ligne, les réseaux sociaux surtout, on fait que la parole des clients est visible et remontée directement aux directions. Et donc voilà, il y a eu un travail interne, la conjoncture, l'évolution technologique, qui fait que moi je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus d'entreprises qui ont mis vraiment le client au cœur de leur business et ça va de mieux en mieux. Par contre, ça reste un challenge, donc ça peut vite retomber. Et c'est là où moi j'insiste souvent en disant, faut jamais perdre de vue que le consommateur final, en tout cas le client, c'est lui qui achète vos produits. Donc dès la création, en fait, dès l'idée de créer un produit, il faut impliquer des gens du service client parce que ça ne peut que réussir quand on fait comme ça. Oui, puis c'est les personnes qui vont connaître les problématiques potentielles que les clients vont rencontrer, qui vont avoir cette vision-là, qui Tout à savent fait. ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent pas aussi. Donc c'est effectivement, on a tendance à. Alors, je pense que c'est effectivement plutôt une idée d'il y a quelques années qui a tendance à s'effacer, comme ça l'a été pour le marketing, où on a tendance à voir ces équipes comme des centres de coûts et pas comme des équipes ultra importantes qui génèrent réellement du business, qui rapportent du business à l'entreprise, et surtout, dans le cas du service client, qui a une voix auprès du client et qui a des retours clients qui sont super précieux et qui doivent être exploités, utilisés, et auxquels il faut répondre. Tout à fait. On voit aussi l'évolution des budgets. Avant, le service client, c'était même pas une ligne dans un budget, c'était bon, on mettait peut-être sur les services support. Aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup d'entreprises qui ont créé le budget pour leur service client et donc qui se pilotent, qui se challenge, mais qui permet aussi de le faire évoluer. Ouais. Donc il y a une vraie, il y a un changement. De mon point de vue, il y a un changement. Il y a un changement qui est bienvenu. Exactement. Qui est bienvenu. Le service client n'est pas le SAV. Non. Ça va bien au-delà de ça. Exactement. Et du coup, on va justement passer à la partie un petit peu investissement, parce que Delcé Paris fait du coup partie des marques qui ont choisi d'investir pour leur service client. Et donc, vous avez chez Delcé mis en place un outil qui s'appelle Zendesk. Et je voulais revenir un petit peu sur ce projet, mais surtout sur les objectifs qui étaient liés à la mise en place d'un outil comme Zendesk. Quels étaient un peu les objectifs que vous aviez quand vous vous êtes dit que vous aviez besoin d'équiper votre service client du bon outil? Alors, comme je vous le disais, quand je me suis présentée, j'ai été recrutée chez Delcé Paris il y a 2 ans dans le cadre d'une création de poste pour gérer le consumer care. Pourquoi? Parce qu'en fait, Delcé Paris était surtout un vendeur en B2B. Il commençait, depuis quelques années à vendre en direct sur son site internet, mais ça n'avait pas été encore vraiment développé. Comme la stratégie était et est d'aller toujours plus vers le direct to consumer, donc Delcé Paris vend en direct à ses consommateurs. Donc, il faut qu'on parle à nos clients c'est différent de parler à un client B2B qu'à un client particulier. Et donc, j'ai fait un gros travail d'audit pour voir comment les choses fonctionnaient.
est arrivée l'idée d'avoir tout de suite un système de ticketing parce qu'on n'en avait pas, tout simplement, parce qu'on était sur des gestions un peu à l'ancienne, traditionnelle, de mail, de boîte mail. Et donc là, il fallait professionnaliser vraiment le traitement de nos demandes avec ce système de ticketing, comme je vous le disais, pour tout simplement centraliser nos demandes, avoir des process harmonisés. C'est essentiel pour, si on reprend ce qu'on disait juste avant, harmoniser ces process et ces réponses. Ça va encore une fois dans l'hyper-personnalisation de l'expérience consommateur via le service client. Et également, comme pour toute entreprise, analyser ce qu'on reçoit comme demande, puisque ça nous permet, nous, de voir s'il y a des irritants, s'il y a des produits qui vont pas, etc. Donc, de quantifier et puis d'avoir vraiment des KPI qualitatifs. Et le deuxième objectif, moi, que j'avais vu en intégrant Zendesk, c'était comme c'est un outil, à mon sens, qui est donc digital, mais intuitif et surtout collaboratif, c'était de fédérer des équipes autour de ce projet, puisque je voyais quand même un peu plus loin que le périmètre service client consommateur, pour une utilisation aussi pour d'autres équipes en interne. D'accord. Voilà. Donc, il y a quand même un gros objectif autour justement de ce que vous disiez, de la professionnalisation un petit peu du service client, de ce que vous faisiez. Et c'est, encore une fois, c'est exactement ce que vous avez dit, on en revient toujours à cette personnalisation de l'expérience client, du parcours client. Parce que là, avec ce type d'outil, vous êtes aussi capable d'offrir une expérience qui est sans couture. C'est-à-dire que si je parle à une personne un jour et à une autre personne le lendemain, je n'aurai pas une réponse différente. On va pas me dire un coup, il faut appeler tel numéro et un autre coup, je vais traiter votre demande. En fait, on va avoir ce que vous disiez, un processus qui sera harmonisé. Exactement. Et qui fera en sorte que moi, en tant que cliente, je sais que mon besoin, on va y répondre d'une manière uniforme quand je vais contacter le service client. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et d'avoir un outil autour duquel les équipes puissent se fédérer, c'est évidemment aussi très important parce que on ne compte plus le nombre de projets digitaux qui sont lancés dans les entreprises et qui sont soit avortés, soit qui échouent justement parce que les équipes se retrouvent pas dans l'outil, que l'outil convient pas, l'adoption c'est une catastrophe. Donc c'est aussi c'est deux objectifs qui sont vraiment très très importants. Et du coup, pour la mise en place de cet outil, vous avez choisi un duo qui était Zendesk Synolia. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Alors, pourquoi ce choix ? Parce qu'en contactant Zendesk, il m'est paru être vraiment un outil facile de prise en main et d'utilisation. Beaucoup d'entreprises l'ont pris, donc il a été éprouvé. Il y a un partage de connaissances sur Internet qui est incroyable. Donc, on peut aussi être sur certains sujets autonomes pour trouver la solution parce que voilà, les gens partagent énormément sur cette solution. Également dans ce que permet Zendesk. Et moi, c'était essentiel d'avoir un outil que je pourrais utiliser dans le cadre, comme je le disais juste avant, pour d'autres périmètres dans la société, que ce soit pour le transport, l'administration des ventes, etc. Donc, comme on peut avoir plusieurs types de formulaires, alors à chaque fois, ils développent en plus Zendesk des nouvelles fonctionnalités, mais on peut créer plusieurs bases de connaissances. Donc, ça peut être utilisé à la fois pour le consommateur final, comme c'était le cas à la création de Zendesk, mais ça peut être utilisé en interne par l'informatique. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et le duo Zendesk-Synolia, c'est parce que tout simplement, Zendesk est quand même un outil qui nécessite du paramétrage. Et donc, pour moi, c'était important d'être accompagné par des spécialistes. Voilà, tout simplement. Du coup, je reviendrai tout à l'heure sur les autres périmètres aussi chez DLC Paris qui utilisent Zendesk, parce que je pense que c'est assez intéressant. C'est vrai qu'on a tendance à le limiter, entre guillemets, à l'usage externe visible auprès des clients et à pas forcément avoir ce visu sur ça peut aussi servir à d'autres équipes. Mais pour l'instant, je vais rester dans ma ligne parce que sinon on va s'éparpiller. On va partir dans tous les sens. Sur l'organisation un petit peu que vous avez mise en place autour de ce projet, autour de cette implémentation, parce que
comme je pense, vous le savez tous, c'est pas un projet qui est anodin, c'est un projet qui représente de l'investissement, du budget, etc. Et donc dans lequel voilà, il faut s'organiser pour le mener à bien. Donc, je voulais savoir un petit peu comment vous avez fait. Alors, j'ai été le chef de projet sur cette partie-là. Donc, c'est moi qui a pris mon bâton de pèlerin pour prêcher la bonne parole auprès de tous les services, quels qu'ils soient, que je devais peut-être convaincre de l'utilité d'avoir un outil comme Zendesk. Et donc, l'organisation, c'était vraiment ça. C'était d'auditer les besoins et de dire concrètement quelle est la différence entre ce qu'on fait actuellement et ce que ce sera avec Zendesk, avec des cas très concrets, une petite démo, et voilà. Et le projet a été validé. Et surtout, comme je le disais aussi encore avant, je suis allée toujours plus loin que le périmètre initial que j'avais. Et je rappelle que je faisais pas d'after sales au départ, mais quand on audite, on regarde un peu tous les services avec qui on travaille. Au service client, on travaille avec tous les services. Et donc, ça m'a permis aussi, voilà, dans l'organisation du projet, de dire, bah voilà, il y aura peut-être un temps 1 qui est celui-là, mais je pense qu'à terme, il y aura un temps 2, un temps 3, parce qu'on va faire des déploiements sur d'autres services. D'accord. Et est-ce que vous avez intégré aussi d'autres personnes à cette réflexion? Est-ce que, comme vous l'avez dit, vous avez utilisé votre bâton de pèlerin pour aller prêcher la bonne parole. Est-ce que vous l'avez fait auprès de la direction uniquement ou aussi auprès des équipes, Auprès de la direction et des équipes, Ouais. les deux. Et donc, j'ai d'abord commencé par les équipes. Pour être sûr que les équipes étaient avec vous? Exactement. Est-ce que c'est vraiment ça qui manque? En fait, quels sont vos problèmes? Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce qui pêche? Et ok, en ayant écouté, si je vous apporte cette solution-là, est-ce que vous la validez comme ça sur le principe? Donc ça a été oui. Et ensuite, auprès de ma direction, en expliquant voilà, qu'il y avait vraiment un besoin interne, au-delà des consommateurs internes, fort sur un outil de ticketing type Zendesk. Et ça, c'est très, très important parce que on a tendance à négliger l'un ou l'autre en général. Quand on mène un projet de ce type, parfois on va arriver avec un outil et on va dire aux équipes, bah tiens, voilà ton nouvel outil, amuse-toi. Et puis les équipes sont mais de quoi, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça va me servir, etc. Donc ils ont tendance à voir un peu l'outil comme un ennemi en se disant mais je suis pas au courant, ça me tombe dessus. Et inversement, il y a aussi parfois des équipes qui font un peu des trucs dans leur coin sans vraiment, bah, du coup, l'échanger, le dire, etc. auprès de la direction et qu'on se retrouve du coup avec des trucs un peu gérés sous le manteau et du coup des projets qui sont pas portés non plus par la direction alors que c'est des projets de fond qui doivent être justement connus et portés par la direction. Donc, Tout à fait. Et nous, donc, ce qui était, comme on est aussi international, donc on a des filiales, etc. à l'étranger, ça a toujours été communiqué au niveau des comités de direction globale. Et comme ça, voilà, on pouvait tout de suite avoir une validation, mais qui permettait aussi de se dire, bah voilà, même d'autres filiales sont intéressées, d'autres l'utilisent. Les US d'ailleurs ont déployé avant nous, quelques mois avant. Donc voilà, c'est vraiment un projet d'entreprise. Et on a fait en sorte que, effectivement, comme vous le disiez, Caroline, que de le communiquer au maximum pour que ça fédère au maximum et pas qu'on ait un outil qui est imposé et que les gens le découvrent et du coup, ils ne s'approprient pas généralement. Et là, il faut vraiment expliquer que c'est de la pratique. Hein. Il faut montrer en quoi ça va changer les choses. Oui. Mais ce que vous disiez, les cas d'usage, la démo, etc., c'est tout des outils qui convainquent aussi les personnes. Tout à fait. Donc, du coup, vous avez fait le travail d'amont de pèlerinage et pour convaincre à la fois les équipes et aussi la direction. Le projet s'est lancé. Est-ce qu'il y a un petit peu des étapes clés que vous avez suivies qui ont fait que le projet a été mis en place? Alors, j'ai suivi les étapes classiques d'un projet. Donc, un audit, une expression de besoin. Ensuite, j'ai cadré le projet parce qu'on peut pas tout lancer d'un coup. On en reparlera un peu plus tard, mais Zendesk, c'est quand même il y a du paramétrage. Ensuite, le lancement des paramétrages via des ateliers de travail. Et Zendesk, c'est vraiment du test and learn. Il faut pas se dire que on va
tout faire, tout développer, tout paramétrer, et ensuite on va l'utiliser. Il faut faire les paramétrages principaux, essentiels, pour que ça fonctionne, et ensuite il faut le tester. Il faut l'utiliser en live. Et après, vous apprenez, ça marche pas, il y a des bugs, vous les corrigez, puisque c'est très rapide. Et voilà, donc on est vraiment en test and learn. D'accord. Et encore une fois, ces étapes, donc effectivement, elles sont assez classiques dans la gestion d'un projet comme celui-ci, mais toutes ont leur importance parce que sans expression de besoin bien définie, ben, on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on veut faire. Sans cadrage du projet, on part dans tous les sens. Le paramétrage de la solution, je vais même pas en parler parce qu'effectivement, on paramètre pas de solution, ben on n'a pas de solution. Et le test and learn, c'est aussi hyper important parce qu'il y a potentiellement des choses qui vont apparaître qu'on n'avait peut-être pas vues au moment de l'expression de besoin. Et ça va peut-être, des solutions vont peut-être faire émerger de nouveaux besoins. On va se dire, ah mais tiens, si on peut faire ça, on peut peut-être aussi faire ça. Et on va pouvoir aller plus loin. Et justement, ce que vous disiez, test and learn, c'est crucial. Et on n'a jamais fini de faire évoluer une solution comme celle-là. C'est un travail, vous aurez du boulot pendant jusqu'à la fin de votre carrière à ce niveau-là. C'est tout à fait ça. Et du coup, si on parle un petit peu de facteurs clés de succès pour vous, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont fait que le projet a particulièrement bien marché et quels sont-ils ? Moi, je pense que voilà, principalement, j'en ai identifié 3. Pour que ça marche, il faut s'impliquer, mais vraiment s'impliquer fortement dans le projet, parce que Zendesk, comme d'autres solutions, on pense que c'est un peu magique, miraculeux, et il y aurait 2-3 paramétrages à faire et ça va fonctionner. Non, c'est pas du tout ça. Il y a un gros travail de vous, en fait. Voilà, vous-même, vous devez réfléchir, modéliser une arborescence, etc. Donc vraiment, il y a une implication forte. Après, il y a aussi, il faut vraiment aussi être régulier dans l'organisation d'ateliers de travail, parce qu'on a vite tendance à oublier, vu que c'est très technique, donc on peut vite oublier les petits développements qu'on aurait fait, les paramétrages qu'on aurait fait. Si on met un mois d'écart entre chaque atelier, c'est beaucoup trop long. Donc, alors parfois en termes d'organisation, on n'a pas le choix, mais du coup, on se rend compte qu'il faut pas le faire. Et ensuite, et moi, en tout cas, dans le cadre du déploiement de Zendesk pour DLC Paris, c'était vraiment de trouver le bon chef de projet. C'est pas parce que, par exemple, avec une personne, les devs les paramétrages n'ont pas été ceux que vous vouliez, etc., qu'il faut se dire, c'est la solution qui pose problème. Non, voilà, ça reste quand même de l'humain aussi, de paramétrer et de comprendre un client avec ses besoins. Donc voilà, il faut aussi tester son chef de projet, son consultant. Et après, quand vous trouvez le bon, faut le garder. Faut le garder, faut lui envoyer des valises. Voilà, exactement. Faut l'inviter à votre siège de temps en temps. Voilà. L'inviter c'est très important. Ouais. Et effectivement, c'est ce que vous disiez qui est très important. Et en fait, les 3 points que vous venez d'évoquer, ils sont tous liés à l'humain, en fait. De près ou de loin, tout est lié un peu à de l'humain. Parce que si vous n'êtes pas impliqué, évidemment, ça va être compliqué. Mais si vous n'avez pas aussi ces ateliers de travail à une cadence régulière, etc., ça reste de l'humain parce que vous avez besoin de parler, d'échanger, de tester des choses. Et enfin, évidemment, le chef de projet, c'est votre relation chez l'intégrateur et c'est essentiel d'avoir une relation qui fonctionne bien entre les personnes qui gèrent ce projet. Donc, effectivement, on en revient toujours, c'est dingue, hein. On fait un joli rond depuis tout à l'heure, on en revient toujours à l'humain. Donc, aujourd'hui, vous avez mis en place différents canaux. Vous avez mis un canal principal, chez DLC Paris, qui est l'email, je crois. Oui. Et du coup, on va passer directement à la question, je pense, qui nous brûle tous les lèvres, c'est de savoir, c'est très bien, vous avez fait tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça vous rapporte ? Donc, quels sont les résultats que vous observez suite à la mise en place d'un outil comme ça ? Est-ce que ça vous permet, vous, aujourd'hui, d'apporter une meilleure réponse à vos clients ? Est-ce que vous voyez la différence auprès de vos clients ? Alors, c'était assez radical puisqu'on est passé de la gestion de demandes via des boîtes Outlook à un système centralisé des demandes. Donc, de facto, on a amélioré notre productivité. On a complètement amélioré notre qualité aussi dans le traitement des demandes, mais vraiment d'un point de vue qualitatif. Pourquoi ? Parce que on a des réponses types qu'on humanise, etc. Mais quand même, voilà, on parle de l'harmonisation des réponses. Et là, on y est puisqu'on a notre base de connaissances qu'on remplit
Et donc, les réponses sont là. Donc, les utilisateurs, les collaborateurs qui répondent aux clients utilisent les mêmes choses. Et on a vraiment amélioré le traitement de nos demandes. On assure un suivi et surtout, on peut savoir ce qu'on fait, quelles sont les demandes que l'on reçoit, pourquoi on les reçoit, identifier tout de suite des bugs, des problématiques sur nos marketplaces, sur notre site internet. On le voit, on l'identifie tout de suite grâce à un outil comme Zendesk. Donc, les résultats, ils ont été là au niveau de nos KPI, tout simplement. Ouais. On a gagné beaucoup de points. Et comme pour toutes les équipes, c'est hyper important de bien suivre les bons KPI pour mesurer. Exactement. Et après, il y a eu la partie qu'il ne faut pas sous-estimer, le confort des collaborateurs, des collègues qui utilisent Zendesk et qui, alors comme tout changement d'outil, même quand on déménage d'un appartement, etc., on se dit toujours, c'était quand même mieux avant. Parce qu'on a toujours cette phase, le changement, c'est difficile. Même si on galérait, c'est pas grave, on reste. Non, en fait, voilà, il y a la phase où on se dit, ah non, mais c'est peut-être un peu embêtant parce que je dois me former à un nouvel outil. Mais aujourd'hui, si je l'ai désactivé de Zendesk, je pense que, voilà, il partirait. Il me dirait, ben non, on peut pas retourner sur l'ancien système. Voilà. Donc, voilà, les résultats aussi, d'un point de vue humain, donc nos collaborateurs, ils sont là aussi. Ils ont un confort. Et c'est super intéressant que vous le mentionnez, et c'est à ne pas négliger. Et j'en reviens encore à ce rapport Zendesk, justement, où ils ont mis en lumière, en interrogeant justement des agents de service client, etc., que beaucoup étaient proches du burn-out parce que justement, ils n'ont pas les bons outils, ils ne sont pas équipés correctement, et qu'en fait, ça rend leur travail impossible. Très difficile, ils perdent du temps, ils sont pas productifs, et du coup, derrière, on leur reproche de perdre du temps, de pas être productifs, mais c'est parce qu'ils n'ont pas non plus les bons outils. C'est ça. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Alors, Zendesk tout seul n'évitera peut-être pas tous les burn-out, mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place si on les a pas, pour toujours améliorer, voilà, la qualité au travail des personnes, effectivement. Ouais. Et donc, en fait, aujourd'hui, si je résume à votre place, Zendesk, ça contribue à faire de votre service client un service client aussi qui soit plus performant. Oui, tout à fait. Enfin, ça contribue, j'ai bien dit contribue, parce que ça fait pas tout. Ça contribue parce que voilà, on identifie tout de suite une problématique de livraison, une problématique au niveau de notre entrepôt, etc. On va le savoir très rapidement, ce qu'on ne pouvait pas voir avant. Il fallait le temps d'arriver jusqu'à ce mail. Là, on le voit tout de suite. Donc, clairement, oui, on est beaucoup plus performant grâce à Zendesk. Et du coup, vous le disiez, avec un outil comme ça, c'est jamais trop fini. Est-ce que vous avez des évolutions prévues, des choses à venir, justement, que vous auriez identifiées et sur lesquelles vous allez travailler prochainement ? Alors, nos évolutions prévues, donc nous, de toute manière, on affine régulièrement nos paramétrages parce qu'on a régulièrement des nouveautés, des choses à intégrer. Et on souhaite aussi activer des fonctionnalités qui sont quand même, en tout cas, moi, je trouve moins connues de Zendesk, comme le ticket sharing, qui nous permettrait de partager directement des tickets avec des partenaires actuels avec qui on travaille, qui sont aussi sur Zendesk. Et donc ça, voilà, ça nécessite du paramétrage. Et on a une réflexion aussi sur l'intégration du canal WhatsApp et du chat. Oui, c'est l'idée de pouvoir proposer aussi à vos clients plusieurs moyens de vous contacter, en fait. C'est ça. Et on se rend compte que c'est devenu nécessaire et très, très important maintenant, effectivement, d'avoir plusieurs options. Exactement. Voilà. J'ai jamais encore vu personnellement sur WhatsApp, j'ai jamais contacté une marque sur WhatsApp, mais je pense que c'est effectivement, on y est tellement tous tout le temps. Alors, sur les jeunes, ils contactent beaucoup plus sur ce genre de canal, hein. Messenger, WhatsApp, etc. Donc, il faut y être. Mais par contre, pour y être, il faut être bien équipé, bien staffé, bien formé. Ouais. Donc, voilà. Et puis, en plus, il faut que notre outil le permette. Donc, voilà, c'est un travail qui est en cours avec notre consultant, en train d'analyser la faisabilité. Eh ben, on a hâte de voir ça. Bon, je retiens quand même juste que vous venez de dire que je n'étais pas jeune, hein. Merci beaucoup. je le retiens. Non, très, très, très jeune, 18 ans. non, mais je sais.
Donc du coup, voilà, on a un bon aperçu de votre projet. On se rappelle évidemment que l'objectif de tout ça, c'est évidemment d'améliorer les performances du service client de Del Séparé, de proposer une expérience toujours plus personnalisée et plus optimale à vos consommateurs. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes devant nous. Je vous ai toujours pas dit combien parce que je voulais pas vous stresser. Si vous aviez quelques conseils à leur donner, moi j'aime bien le chiffre 3 parce que je sais pas, c'est un joli chiffre. Je vais pas vous en demander 7, j'aime beaucoup 7, mais 7 ça commencera à faire long. Si vous avez 3 conseils à donner à notre audience, quels seraient-ils? La préparation, ça sera mon premier conseil, et je crois que c'est pour tout, quel que soit le projet que l'on fait à titre perso ou professionnellement. Il faut vraiment investir du temps dans la préparation de ce qu'on veut. Comme je le disais un peu avant, ce n'est pas un outil magique. Parfois, on a cette impression-là, ou quand les gens sont pas dans le service client et que ça peut être quelqu'un qui est, je sais pas, d'un autre, qui est sur un autre périmètre, soit commercial, soit marketing, etc. Il va vous dire ah non, mais Zendesk apparemment ça va résoudre tous vos problèmes. Non, tout seul il fera rien puisque ça nécessite de réfléchir à comment on veut l'intégrer, quelle vue on veut, quel mail on doit recevoir à l'intérieur, de quelle manière on doit les recevoir, comment on veut répondre, qui va l'utiliser. Donc il y a vraiment une réflexion. Et cette réflexion, elle doit être à très court terme parce qu'il faut lancer son projet, mais aussi à moyen terme. Donc, pour moi, il y a un bon travail aussi en interne de discuter, comme je le disais auparavant, avec les autres services pour savoir s'ils ont un besoin et donc de l'intégrer dès le départ dans votre réflexion. Après, pour moi, ça a été très, très important d'intégrer aussi les utilisateurs que j'avais identifiés. Alors, bien sûr, le service client, mais à court terme, d'autres équipes. Pour voir si on allait dans la bonne voie, et ça on en a parlé aussi précédemment. Et le dernier point, je pense vraiment qu'il faut investir dans l'accompagnement parce que seul face à alors il y a une belle base de données accessible, comme je le disais, et donc on peut parfois se débrouiller un peu seul, mais vraiment pour paramétrer la solution au démarrage, je conseille quand même de se faire accompagner parce que vous allez investir, mais vous allez capitaliser sur une connaissance que cet intégrateur a. Et puis parfois, ils ont des clients qui avaient les mêmes problématiques que vous. Donc, vous gagnez du temps aussi dans la mise en place de la solution. Et puis, ça vous permet aussi de réfléchir à plusieurs. Donc, moi, souvent, mon chef de projet, régulièrement, il me dit « bah, celle-là, j'avais jamais entendu cette question-là, bah, je vais me renseigner ». Alors que vous, seul, à part chercher sur Internet, vous ne trouverez pas beaucoup de réponses. Donc, voilà mes trois conseils. Et j'ai rajouté un 4e point, parce que vous l'aviez mis dans parce qu'on ne va pas vous mentir, on avait préparé les questions avant, on n'est pas non plus... comme M. Macron prépare aussi. Bien sûr, on prépare. C'était en fait par rapport plutôt au point de vigilance. Avant de se lancer dans ce type de projet, vous m'aviez dit qu'effectivement, il ne faut pas négliger le temps que ça représente, le temps que ça nécessite. Et c'est ce que vous avez même dit tout à l'heure quand vous parliez de votre implication, du fait qu'il faut être très impliqué dans ce type de projet et que c'est pas quelque chose, ça ne va pas se faire tout seul en fait. Non, c'est énormément de temps. D'ailleurs, je trouve que j'en consacre pas assez parce que j'ai un gros périmètre, mais c'est vraiment, vraiment beaucoup de temps et il faut le savoir après pour le négocier ou même avoir des ressources supplémentaires pour vous aider à le développer. Mais c'est vraiment beaucoup de temps. Ouais. Okay. Mais écoutez, je vous ai bien bombardé de questions là. C'est 40 dernières minutes. Et du coup, si certains d'entre vous ont des questions qu'ils souhaitent poser à Siba ou à moi-même, je peux essayer aussi de répondre à certaines choses. Vous avez le chat, donc je vois que certains s'en sont déjà servis. J'ai pas encore vu de questions dedans. Si vous en avez, n'hésitez pas. Après, il est aussi possible qu'on ait couvert pas mal de choses, donc on ne sera pas vexé si vous n'avez pas particulièrement de questions. Mais en tout cas, on note que dans le chat, on doit avoir une très très jeune, puisque on a une personne qui utilise WhatsApp pour le service client et qu'elle trouve ça top et que c'est le canal qu'elle préfère. Donc vous allez dans la bonne direction a priori. Voilà. Donc c'est top. Et je suis d'accord, c'est vrai que c'est un bon canal. Moi, pour le coup, je teste puisque c'est mon métier.
Je les ai un peu tous testés et je suis d'accord avec Salia. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec vous, Salia. C'est vraiment un bon canal et donc merci de confirmer que c'est la bonne voie que je suis en train d'étudier. Eh ben super. Alors, on a Christophe qui demande quel usage des informations pour améliorer la connaissance client. Alors, est-ce que c'est les informations que vos clients... je pense que le sens de la question, vous me direz, Christophe, si je me trompe, c'est les informations du coup client qu'on vous remonte. Comment est-ce que vous les utilisez en interne pour justement améliorer la connaissance client? Alors, comment on les utilise? Je vous donne un exemple. On a, comme tout fabricant, des problématiques parfois de qualité ou d'utilisation de produits. Et donc, on va récupérer des verbatims, on va récupérer ces requêtes, on va mettre des tags, parce que Zendesk permet de mettre des tags sur des requêtes. Et derrière, vous pouvez récupérer tous ces mails, tous ces tickets, et les remonter au service qualité ou au service qui crée les produits, le design, et leur dire, bah voilà, sur cette collection-là, il semblerait que il y ait une mécompréhension sur comment on ouvre la serrure. On a eu le cas sur un produit où les gens ne comprenaient pas comment la serrure s'ouvrait. Alors on est allé jusqu'au bout, donc on s'est dit ah oui, ok, d'accord, il faut pousser un petit bouton, mais c'était pas évident parce qu'on avait mis une flèche, mais pour les clients c'était pas évident. Et ben on est allé jusqu'à créer donc la production suivante, un sticker qui se colle à la fabrication et qui dit clairement au client, pour ouvrir cette valise, il faut pousser ce bouton. D'accord. Donc effectivement, encore une fois, l'enrichissement de la connaissance client en permanence grâce au retour du coup que vous font les clients. Tout à fait. On a un autre exemple, c'est, je pense que vous avez tous des bagages, donc vous saurez de quoi je parle. Il y a toujours une petite serrure sur les valises. Et on a régulièrement des clients qui nous demandent la clé, qui nous disent bah, je ne peux pas ouvrir ma valise qui est à code parce que je n'ai pas la clé. Mais c'est pas une clé en fait, enfin c'est pas une serrure à clé. La clé c'est pour les douanes américaines, c'est des clés TSA. Donc en fait vous devez mettre un code. Donc c'est pareil, on travaille sur, voilà, donc en amont, comment communiquer aux clients ces informations-là. Donc ce qu'on a fait, c'est que tout achat est suivi d'une lettre, d'une newsletter qui part avec quelques informations, dont celle-là, pour que les clients soient autonomes. D'accord. Il y a plein de petites choses comme ça. J'ai appris quelque chose, je ne savais pas à quoi servait ce petit truc. Ça m'a toujours énervé. Je me suis toujours dit, bon, je sais pas, ça doit être un truc. Si jamais je perds mon code ou je sais pas quoi, je dois pouvoir avoir une clé secrète quelque part dans la doublure de la valise. Je ne savais pas. Mais c'est, bah voilà, comme quoi, une réelle utilisatrice de bagages qui ne connaissait pas cet usage. Donc effectivement, c'est très important pour enrichir. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Mais écoutez, c'est pas grave. On vous en veut pas. On en a déjà posé beaucoup à Siba, qui a déjà eu la gentillesse d'accepter cet exercice qui, je sais, n'est pas évident. Je vous ai mis là les coordonnées de Synolia si jamais vous aviez des questions, si vous vouliez nous joindre pour aller un petit peu plus loin, il n'y a pas de souci. On va vous libérer du coup 2 minutes en avance, c'est pas grave, hein, c'est l'heure de déjeuner, comme ça vous aurez 2 minutes de pause déj en plus, c'est peut-être pas mal. Bah écoutez, Asiba, je vous dis un très très grand merci pour avoir joué le jeu avec moi aujourd'hui. Je vous en prie, Caroline, merci à vous. J'ai appris beaucoup de choses sur DLC Paris. J'ai notamment vu, on en parlait juste avant, la magnifique collection Roland Garros. Il n'est pas impossible que je craque dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à aller aussi regarder un petit peu ce qui se fait sur DLC Paris en ce moment. Il y a des choses très très chouettes. C'est bientôt les vacances. On a de très très beaux produits, donc ouais, n'hésitez pas à aller voir notre site dlc.com. Super. Merci beaucoup, Asiba. À bientôt. Merci à vous, Caroline. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.